Merci encore à tous les deux. L'idéologie française, ce défaitisme nombriliste et scrogneux, c'est par ces termes que François-Olivier Gisbert amorce son éditorial dans Le Point cette semaine. Il faut dire que, selon une étude de BVA Gallup, les Français forment le peuple le plus pessimiste au monde. Les journalistes, par essence porteurs de mauvaises nouvelles, en sont-ils en partie responsables? Enquête Laetitia Krupa, Philippe Lecros. Avez-vous le moral en ce début d'année 2011? Les Français sont les champions du pessimisme. Pourquoi cette morosité chronique? Il y a de la joie. La dernière enquête BVA Gallup sur le moral des populaires médias cette semaine. La France, 5e puissance, est donc le pays le plus pessimiste pour 2011, 61% contre 28% pour la moyenne mondiale. Sur le plan personnel, les Français sont même plus inquiets que les Afghans et les Irakiens. Ce qui va pas, c'est le pouvoir d'achat et puis le boulot. Il y a de la joie. Il n'y a pas vraiment de quoi se réjouir. Il y a de la joie. Je suis plutôt inquiet. Alors les médias ont-ils une responsabilité dans cette morosité ambiante? Et la presse française est-elle plus pessimiste, plus noire que celle de ses voisins? Depuis la publication de l'enquête chez BVA, les journalistes étrangers défilent. Après les Mexicains et les Irakiens, mardi, nous avons croisé une équipe de la télévision libanaise qui, comme les autres, a posé la même question. On veut savoir pourquoi. Pourquoi les Français ils sont inquiets par rapport à leur avenir. Mais chez BVA, on a surtout remarqué un appétit particulier de la part des médias français. On voit bien qu'il y a une sorte de plaisir, presque de jouissance des journalistes à parler de choses qui vont mal et à dire finalement les gens sont pessimistes. Ça attire les médias. Les médias français seraient donc friands de mauvaises nouvelles et auraient tendance à les traiter davantage. C'est de ce constat qu'une agence de communication est partie pour mener son enquête. En mai 2009, un mois d'information normale, sans catastrophe, 3D Communication a passé au crible les 20h, les flashs des matinales radio et les quotidiens pour comptabiliser le nombre de bonnes et de mauvaises nouvelles. Résultat ? On voit que seulement 12,5% des informations sont traitées positivement. L'information négative sort 4 fois plus nombreuse que l'information positive. Donc c'est un vrai déséquilibre dans la façon dont l'information est traitée, reprise, amplifiée, déformée par les médias. Nous, on s'est amusé à regarder la tonalité des programmes télé cette semaine et c'est vrai que l'ambiance était plutôt morose. En 2010, ces éléments à l'origine même de la nature et de toutes ses splendeurs se sont transformés parfois en nos pires ennemis. Depuis 3 mois, vous vous prostituez pour subvenir à vos besoins d'étudiante. Faut-il avoir peur de nos médicaments? Une lycéenne de 17 ans a été violée. Cet étudiant poignardé à mort. C'est quand le bonheur. Et en Europe, comment ça se passe? Est-ce que les médias de nos voisins sont plus optimistes et boosteraient le moral des populations? Nous avons posé la question à l'Observatoire de la presse mondiale, Courrier international. Je peux vous dire que non. Et je dirais même l'inverse, c'est-à-dire que la presse européenne en général est probablement plus pugnace, plus méchante, plus pessimiste, on va le dire, que la presse française en général. Comme l'Allemagne, où les journalistes s'ingénient à chercher justement des choses qui ne vont pas bien, notamment des problèmes politiques que pourrait rencontrer Angela Merkel, ou d'autres d'ailleurs. Il semblerait que le pessimisme des Français soit davantage culturel et surtout conjoncturel. En période de crise, le moral flanche. La preuve, dans une enquête de 1981, au lendemain du second choc pétrolier, les Français étaient déjà 61% à être pessimistes. Ce n'est pas en privilégiant la réussite et en faisant le journal des bonnes nouvelles, ce qu'a essayé de faire à un moment donné historiquement Marcel Dassault dans le temps, avec le Jour de France. Je ne crois pas que ça soit ça la solution. Non, ce qui ne pose pas problème n'intéresse personne, y compris moi. Mais entre traiter uniquement de bonnes nouvelles et en injecter plus dans les journaux, il y a une différence que défend Reporters d'Espoir. Cette agence d'information propose aux médias des sujets positifs et innovants. Certains ont été regroupés dans le dernier numéro spécial de Libération, le Libé des solutions, paru à Noël. La meilleure preuve, c'est celle-là. Ce Libé... les ventes de ce Libé ont été de 13% supérieures à un numéro standard de Libé. Donc c'est bien la preuve que les gens attendent des nouvelles un peu plus positives, un peu plus tournées vers l'avenir. C'est aux États-Unis que la démonstration est certainement la plus probante. À la télé, les talk-shows multiplient les messages positifs en imposant des valeurs. La valeur fondamentale des talk-shows américains, c'est la valeur de la réussite et du self-made man. C'est-à-dire, on se construit tout seul, à partir de rien. Et c'est pour ça que cette société américaine est optimiste, parce que si
les médias américains donnent une image positive de la société américaine, eh bien cette société américaine va chercher à ressembler à l'image positive que les médias lui donnent d'elle-même. Mais la papesse du petit écran Oprah Winfrey a beau s'être offert une chaîne de télé et rendre hommage aux success stories, l'humeur des médias ne fait pas tout. Dans l'enquête BVA, si les Américains sont parmi les plus optimistes concernant leur situation personnelle, pour les perspectives économiques de 2011, ils retombent au milieu du classement, derrière le Vietnam, le Brésil ou l'Inde. Et on en parle tout de suite dans cette nouvelle rubrique de Medial Magazine. Chaque dimanche, nous proposons à 2 experts, philosophes, sociologues, historiens, de venir débattre des images et des informations de la semaine. On commence avec Caroline Fourest, essayiste, et le sociologue des médias, Jean-Louis Missica. Bonjour à tous les deux. Ce reportage vous a fait réagir, surréagir même, parce que vous vous êtes dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Forcément, les journalistes, ils sont là pour donner les mauvaises nouvelles, c'est ça ? Écoutez, je veux dire, c'est quand même un grand classique du sujet. Oui, mais c'est aussi un classique des critiques qui sont faites aux journalistes. Les médias ne sont pas là pour annoncer les trains qui arrivent à l'heure, mais les trains qui n'arrivent pas à l'heure, les trains qui déraillent, les trains qui ont énormément de retard. Et c'est la fonction des médias dans les sociétés démocratiques. Alors, si jamais on veut que les médias annoncent que des bonnes nouvelles, créons tout de suite une société totalitaire et n'en parlons plus. À ce point-là ? Ah bah oui, absolument. Je veux dire, il est clair que la fonction dans une démocratie des médias est de dire les choses qui ne vont pas. Et alors, comment expliquer le paradoxe de cette critique récurrente faite aux journalistes et du fait que, malgré tout, le public qui fait cette critique regarde par exemple les journaux télévisés massivement qui sont le plus grand condensé de mauvaises nouvelles ? Comment expliquer ce paradoxe ? Oui, mais c'est un paradoxe et je pense que c'est un malentendu sur qu'est-ce que c'est que l'information. L'information, c'est pas raconter des histoires pour nous endormir le soir ou pour nous faire voyager. Il y a des émissions de reportage pour ça. Il y a 80% du temps disponible de TF1 qui est destiné à ça, nous amuser. Il y a des très belles couleurs, il y a des chansons, il y a de la musique, il y a des gens qui font la décoration de leur appartement. On n'est pas privé de ce côté-là d'émissions qui nous ramollissent le cerveau ou qui nous l'aèrent selon les moments. Donc le temps de l'information qui reste pour parler du monde ou pour parler de l'actualité, encore heureux qu'il est destiné à nous mettre en mouvement, à nous dire voilà, on vous donne des éléments qui peuvent vous permettre, si vous en saisissez, de changer les choses. Si c'est pour nous dire que tout va bien et qu'il fait beau, c'est pas la peine de prendre du temps pour ça. Il y a des émissions de divertissement. Et j'ajouterais que d'ailleurs une des personnes qui a été interviewée dans le sujet dit à juste titre que les médias français sont beaucoup moins pugnaces et beaucoup moins critiques que la plupart des médias, des autres médias européens. Si vous allez en Allemagne ou en Grande-Bretagne, c'est pas comme ici. J'ajouterais juste un tout petit point là-dessus, c'est qu'il y a aujourd'hui des explications extrêmement sérieuses, extrêmement solides. Je pense notamment au livre d'Algan et Cahuc qui s'appelle La société de défiance, sur les raisons pour lesquelles la société française est une société où la confiance est faible. Ils expliquent que c'est l'ensemble des relations sociales qui est fondé sur la défiance et l'incivisme à l'égard des institutions et à l'égard des autres. Et de ce point de vue-là, ils montrent que la France est très différente, par exemple, des pays scandinaves, où la confiance est fondatrice, en quelque sorte, des relations sociales et des relations aux institutions. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher les médias pour comprendre pourquoi les Français sont si pessimistes. Ok, autre information dont on a beaucoup parlé cette semaine, ce sondage IFOP publié à la une du Monde, le constat d'échec franco-allemand, sondage selon lequel 68% des Français et 75% des Allemands considèrent que les musulmans ne sont pas bien intégrés dans leur société. Caroline Fourest, là aussi, ça vous a fait bondir. Pourquoi ? Vous pensez que ce sondage en lui-même est biaisé, c'est ça ? Oui, je pense qu'il faut il faut en général être prudent avec les sondages et il faut l'être tout particulièrement avec celui-là parce que ceux qui peuvent être atterrés par ces chiffres doivent comprendre que ce qu'on a demandé aux gens qui ont répondu, en gros, c'est dans le moment que nous sommes en train de vivre. Je rappelle que c'est un moment où toutes les semaines, pas de la faute des journalistes, mais du fait de l'actualité, il y a des groupuscules, certes minoritaires, mais qui utilisent l'islam pour poser des bombes, pour faire des attentats contre les Coptes en Égypte, pour prendre des gens en otage. Dans ce contexte-là, quand on dit aux gens, percevez-vous l'islam plutôt comme une menace ou plutôt comme une source d'enrichissement, ou ni l'un ni l'autre, il y a 58% des gens qui disent ni l'un ni l'autre ou plutôt comme un enrichissement. Vous voyez que c'est pas la même chose de le voir comme ça. C'est plutôt quand même une bonne nouvelle. Les gens sont plutôt relativement calmes et sereins par rapport à l'islam vu l'actualité que l'on subit. Et il y a carrément une malhonnêteté à un moment donné, c'est que quand on dit que à peu près 68% des sondés estiment que les musulmans ne s'intègrent pas assez, on a mélangé dans ce chiffre des gens qui ont répondu qu'ils ne sont pas assez intégrés parce qu'ils ne veulent pas s'intégrer et d'autres qui ont dit qu'ils ne sont
à cause du racisme et du manque d'ouverture d'esprit des Français. Donc vous voyez qu'on peut faire dire vraiment tout et n'importe quoi à un sondage. Et là encore, je pose la question de la responsabilité médiatique. Y a-t-il une responsabilité, une part de responsabilité dans la caricature qui peut être faite de la société du monde musulman en France ? Oui, je pense qu'il y a une part de responsabilité. Là, alors là, pour le coup, je serai beaucoup plus critique que précédemment. C'est-à-dire que nous sommes face à des sujets qui sont des sujets extrêmement complexes, qui mélangent d'ailleurs religion et immigration. Parce que la question de l'intégration des immigrés s'est posée, par exemple, avec les immigrés italiens à d'autres moments en France, ou avec les immigrés polonais. Donc, si vous voulez, la question de l'immigration et de l'intégration des immigrés est une question en soi. Il se trouve qu'aujourd'hui, la population la plus importante parmi les nouveaux immigrants est une population de religion musulmane, et donc on est face à une situation qui est encore un petit peu plus complexe que la situation précédente. Mais toutes les intégrations de populations immigrées ont été difficiles, ont donné lieu à des frictions dans les sociétés européennes au cours du 19e et du 20e siècle. Il y a une sous-représentation des, je ne sais pas si c'est le terme, des musulmans laïcs dans les médias, dans les émissions, dans les prises de parole. Alors, c'est une question que je connais assez bien parce que ça fait quand même bientôt maintenant presque 10 ans que je travaille sur ces sujets-là, et je peux vous dire que contrairement à ce que pensent les gens, dans les rédactions, le souci majeur, c'est de trouver des musulmans laïcs pour donner une autre image de l'islam que celle que nous offrent les djihadistes en permanence. Moi, je ne vois que des journalistes de presse écrite notamment qui essaient de faire des dossiers sur l'islam des Lumières, qui essaient de combattre les amalgames et les préjugés. Quel est notre problème? C'est que vous pouvez faire tous ces reportages-là, vous pouvez mettre toutes les nuances qu'on met dans nos livres quand on traite de ces questions. Quand les djihadistes savent manier l'image, quand vous avez des images d'attentats toutes les semaines, dont je rappelle encore une fois que les journalistes ne les fabriquent pas. Malheureusement, on subit cette actualité, et cette actualité est voulue par les djihadistes en question. Et elles impriment la rétine beaucoup plus fort que tout le reste. Eh ben, c'est une image qui est tellement forte, qui écrase tous nos efforts pour essayer de lutter contre ces amalgames. Mais je voudrais quand même dire que les gens y résistent en fait plutôt bien. Ils sont, c'est vrai, plus laïcs, plus vigilants. Ils sont certainement lassés, exaspérés. Mais s'il n'y avait pas des démagogues politiques pour essayer de canaliser cette colère de façon négative, je crois qu'ils peuvent encore résister très très bien à ces raccourcis. Les derniers thèmes, je voudrais qu'on commente ensemble une image, ou plutôt des photographies publiées dans Gala et Le Monde Magazine. On en a choisi une pour commencer, vous allez toutes les voir défiler. Elle montre les acteurs qui vont incarner Nicolas et Cécilia Sarkozy, mais aussi Jacques et Bernadette Chirac, ou encore Rachida Dati, Dominique de Villepin, dans un film qui sortira au mois de mai prochain. C'est Denis Podalides qui jouera le rôle de Nicolas Sarkozy. C'est la première fois que le cinéma français ose s'attaquer d'une certaine façon à l'histoire en marche, incarner de la sorte un président en exercice. Est-ce que c'est un progrès, Jean-Louis Missika ? Oui, c'est un progrès. On a souvent reproché au cinéma français son incapacité à sortir d'une approche nombrilistique, psychologisante et centrée sur le couple. Donc le fait de traiter un sujet politique et en plus de prendre un sujet politique non pas loin dans le passé mais contemporain est une excellente chose. Maintenant, moi, je n'ai pas vu le film. Je ne sais pas exactement comment il traite Nicolas Sarkozy. Et dans les mois qui précèdent son accession. On va être... oui, mais là, je parle de la date de sortie du film, qui, d'après ce que je sais, serait autour de mai 2011. C'est ça. Et les élections présidentielles sont en... avril-mai 2012. Voilà, donc là, il y a une vraie question qui est de savoir est-ce qu'il peut y avoir une influence du film sur l'élection. Et pour ça, il faut avoir vu le film pour répondre à cette question. Oui, donc c'est trop tôt pour répondre à cette question. Ça me fait penser à la série américaine 24 heures qui mettait en scène un président noir. On avait dit que ça avait pu jouer sur le vote Obama. Je ne sais pas si ça a été quantifié. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du fait que le cinéma français se mette à parler de politique et finalement incarne un Nicolas Sarkozy qui sera peut-être dans une perception très négative par le public en sortant des salles? Je crois que c'est très logique, d'abord parce que le président lui-même est un personnage de fiction qu'il se met en scène en permanence comme tel. Les gens disent tout le temps, on sait rien, on nous cache tout. Mais alors là, sur Nicolas Sarkozy, on nous a vraiment rien épargné, rien caché, on connaît tout, on est tellement dans la transparence de sa vie que je pense qu'on ne découvrira pas forcément des choses avec ce film. Mais c'était logique que le cinéma s'empare d'un personnage qui s'est autant emparé de nos imaginaires, de nos représentations. Et sur l'impact sur le vote, contrairement peut-être à la marionnette sur Chirac qui avait tendance à la entendre, effectivement il faut voir le film pour le savoir, mais j'ai le sentiment que dans la mesure où justement on ne découvre pas non plus grand-chose et que le personnage est déjà très familier, les gens qui vont aller le voir
ont déjà un avis très clivé sur Nicolas Sarkozy. Et très vite, peut-être aussi que le cinéma se le permet avec Nicolas Sarkozy, qui a en partie désacralisé la fonction et ne se le permettait pas avec ses prédécesseurs. Oui, bien sûr. Il est certain que Nicolas Sarkozy a un style de gouvernance qui autorise ce genre de choses. En même temps, là, je partage le point de vue de Caroline. Avec Nicolas Sarkozy, on a parfois l'impression que la réalité dépasse la fiction. Et donc, on attend avec impatience de voir ce que les gens qui ont fait de la fiction ont été capables de faire. Et bien, ce sera pour le mois de mai 2011. Merci à tous les deux d'être venus analyser et commenter certaines des images et des infos marquantes de la semaine. Autre thème, alors que le nombre de morts sur les routes est passé pour la première fois en France sous la barre des 4000, M6 lance une nouvelle émission mardi soir, Zéro de conduite, programme ludique et pédagogique pour apprendre aux pires conducteurs à s'améliorer. La sécurité routière, partenaire de l'émission, n'abandonne pas pour autant les campagnes de prévention.